Aujourd'hui, l'hydrogène qui est consommé, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile, donc du gaz naturel, et ça permet de produire de l'hydrogène, mais en même temps, ça émet du CO2. Et tout l'enjeu, justement, c'est de passer sur des techniques d'hydrogène renouvelables qui, elles, peuvent être produites à partir d'électricité renouvelable. Bonjour Olivier Sala. Bonjour. Vous êtes vice-président du groupe Engie en charge de la recherche et de l'innovation. Nous sommes ici au Lab Crygen d'Engie, c'est en banlieue parisienne, à Stein. Que fait-on ici exactement? De quoi s'agit-il? Le Lab Crygen, c'est le centre de recherche du groupe Engie consacré au gaz vert et renouvelable. Donc on parle ici de biométhane en particulier, mais on parle aussi de l'hydrogène et de tous ses dérivés qu'on appelle les e-molécules bas carbone. L'hydrogène, le fameux hydrogène, un carburant, enfin une énergie dans laquelle on met beaucoup d'espoir pour la décarbonation de l'énergie. Où en sommes-nous? Parce que l'hydrogène, il faut rappeler que c'est une histoire ancienne, c'est la pile à hydrogène. Ça existe déjà, mais ce n'est pas encore généralisé. Alors, l'usage de l'hydrogène est déjà très très grand dans l'économie, dans les activités humaines aujourd'hui. L'hydrogène, c'est à peu près 94 millions de tonnes d'hydrogène qui sont consommées tous les ans. Seulement, aujourd'hui, cet hydrogène, il est ce qu'on appelle gris. Pourquoi ? Parce qu'il est produit pour l'essentiel à partir de gaz naturel et parfois de charbon, et donc il est très émetteur de CO2. On estime qu'aujourd'hui, l'hydrogène qui est utilisé dans l'économie mondiale émet 830 millions de tonnes d'équivalent carbone, ce qui est considérable. Oui, parce qu'on rappelle qu'il faut de l'électricité pour fabriquer l'hydrogène. Alors, aujourd'hui, l'hydrogène qui est consommé, c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'énergie fossile, donc du gaz naturel. En fait, on fait ce qu'on appelle un réformage du gaz naturel. D'accord. Et ça permet de produire de l'hydrogène, mais en même temps, ça émet du CO2. Et tout l'enjeu, justement, c'est de passer sur des techniques d'hydrogène renouvelables qui, elles, peuvent être produites à partir d'électricité renouvelable. Le défi, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert, propre, non polluant, pour pouvoir ensuite alimenter toutes sortes de véhicules, de machines. Quels sont les développements possibles ? La première étape, c'est déjà de remplacer cet hydrogène qu'on appelle gris par de l'hydrogène renouvelable. C'est pour effacer les fameuses 830 millions de tonnes que je viens d'évoquer. Et là, on parle pour l'essentiel de tout ce qui est raffinage de produits pétroliers et puis de toute la chimie des engrais, l'ammoniac, etc., les fertiliseurs. Tout ça est très émetteur de CO2 et consomme aujourd'hui de l'hydrogène gris. Donc déjà, décarboner la production d'hydrogène gris. Deuxièmement, l'hydrogène va permettre de décarboner un certain nombre d'activités humaines qu'on n'est pas capable d'électrifier facilement. Il y a des usages que l'on peut électrifier directement. Donc on peut très bien électrifier un véhicule léger, par exemple, avec des batteries ion-lithium. On ne sait pas électrifier un cargo porte-conteneur. Ouais. On ne sait pas électrifier un processus sidérurgique. Avec les systèmes actuels de batterie, vous voulez dire ? Oui, soit pour des problèmes de batterie. Quand c'est de la mobilité, c'est des questions de stockage de batterie. Quand c'est des questions de processus industriels, c'est parce qu'il faut atteindre des températures très élevées et des puissances très importantes à un rythme très élevé. Et ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire avec de l'électricité aujourd'hui. Donc, on est obligé d'avoir des processus qu'on appelle à flamme, à haute température. Et pour ces processus-là, si on veut les décarboner, il faut des molécules décarbonées. L'hydrogène en fait partie. Donc ici, au Crygen, Olivier Sala, vous essayez donc de fabriquer de l'hydrogène plus propre, Où en êtes-vous ? C'est encore expérimental. Alors aujourd'hui, on a des technologies qui ont une maturité pour fabriquer de l'hydrogène renouvelable. Ce sont les technologies par électrolyse de l'eau. Ça fonctionne bien. On met, vous savez, comme au collège, 2 électrodes dans l'eau, on fait passer un courant. Il y a une membrane entre les deux qui permet de séparer, n'est-ce pas, les deux espaces, les 2 électrodes, et on décompose la molécule d'eau, H2O, en hydrogène, H2, et en oxygène, O2, et on récolte le tout. Voilà. Et ça permet, à partir d'une source électrique, de produire de l'hydrogène. Et tout l'intérêt, évidemment, c'est d'utiliser des sources électriques décarbonées, les énergies renouvelables en particulier. Ça, c'est à maturité. Après, il y a d'autres technologies qui sont évidemment plutôt pour demain ou après-demain. Mais on pense que dans les 10 prochaines années, c'est toutes les technologies à base d'électrolyse de l'eau qui vont réellement être capables d'amener l'hydrogène à l'échelle. Ensuite, ça permettra quoi ? Est-ce que on parle par exemple de... Alors, la voiture à hydrogène, ça existe déjà, mais se pose la question des ravitaillements, des points de ravitaillement.
C'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pas trop généralisé. Alors à titre personnel, je ne suis pas un énorme supporter de la voiture légère hydrogène. Pourquoi ? Parce que pour ce type d'application énergétique, la batterie ion-lithium fait assez bien le travail. Et elle le fait de mieux en mieux, si je puis dire. Dès lors que la quantité d'énergie peut être emportée par une batterie, finalement, on a une plus grande efficacité à utiliser une batterie qu'à utiliser l'hydrogène. Pourquoi ? D'accord. Parce que quand vous regardez la chaîne d'efficacité, vous avez des électrons au départ renouvelables, vous les transformez sous forme d'hydrogène. Là, vous avez à peu près une efficacité de 60%. Cet hydrogène, après, vous le déplacez, vous le transportez, vous le mettez dans une pile à combustible d'un véhicule qui lui a aussi une certaine efficacité, etc., etc. Et quand vous regardez toute la chaîne, finalement, pour faire 100 km en voiture, eh bien, vous consommez moins d'électricité renouvelable si vous mettez une batterie ion-lithium que si vous avez une pile à combustible hydrogène. Donc c'est ça qui est important finalement. C'est ça qui est important parce que dans le monde qui s'ouvre, il est probable que nous manquerons d'électricité renouvelable et donc il faut l'allouer à l'endroit où c'est le plus pertinent. Alors, il y a d'autres applications. On parle l'avion à hydrogène, c'est un rêve. Non, il y a des gens très sérieux qui travaillent sur les avions à hydrogène. Hein, donc on peut avoir des combustions à hydrogène qui fonctionnent très bien. Ce qui peut être une solution aussi très satisfaisante, c'est l'avion à kérosène, hein, ce qu'on a déjà. Simplement, au lieu d'avoir du kérosène fossile, on peut fabriquer à partir de l'hydrogène vert du e-kérosène en combinant avec du CO2 dans un processus qu'on appelle un Fischer-Tropsch qui permet de fabriquer du e-kérosène. Et ce kérosène-là, c'est un kérosène de synthèse, mais il est chimiquement exactement le même, donc vous n'avez rien à changer dans vos processus, dans vos moteurs. Oui, ça s'utilise sur les mêmes types d'avions, en fait, avec les mêmes moteurs. Donc là aussi, l'hydrogène peut être clé, parce qu'on peut fabriquer du kérosène, mais on peut très bien fabriquer du méthane de synthèse, ce qu'on appelle du e-méthane, ou du méthanol, du e-méthanol. Autant finalement de composants qu'on va pouvoir utiliser directement dans l'économie sans ne rien changer finalement à tous les équipements qu'on a en aval. Dans le cas du kérosène, le gros sujet, c'est d'où vient le CO2 finalement que je vais combiner avec mon hydrogène pour produire le kérosène. Parce que si c'est du CO2 qui n'est pas très propre, pour faire simple, qu'on a récupéré dans une source industrielle à côté, on peut dire qu'on l'a pris à l'industriel, on lui a évité d'émettre du CO2, mais enfin on l'émet quand on fait voler l'avion. Donc c'est un CO2 qui sert entre guillemets 2 fois, mais enfin c'est quand même pas idéal. Ou alors mieux, du CO2 que je vais capter dans l'air. D'accord. Parce que si j'arrive à le capter dans l'air, là j'ai un bilan carbone absolument neutre. Ou du CO2 d'origine biogénique, donc origine de biomasse par exemple par méthanisation, dès lors que la biomasse est gérée de manière responsable. L'hydrogène, ça fait un peu peur. Il y a un risque d'explosion. Comment est-ce qu'on maîtrise ce risque ? L'hydrogène, c'est surtout inflammable. Alors c'est pas un gaz qui est toxique, hein, c'est quand même ça qui est à souligner. Donc c'est un gaz qui doit être effectivement géré avec les règles de sécurité qui convient, mais les entreprises qui savent gérer les gaz ou les gaz industriels savent faire cela. Elles le font déjà. Hein. Donc ça veut dire que l'hydrogène gazeux, il n'est pas facile à utiliser au quotidien en particulier, par exemple. Mais du point de vue industriel ou énergétique, c'est un gaz que l'on sait gérer. Sa difficulté, c'est qu'il est très léger, il est pas très dense énergétiquement, et il est très petit. La molécule est très petite, donc il faut faire attention aux fuites. À quoi ressemblera le monde de demain avec plus d'énergie de ce type ? Comment est-ce que ce sera organisé ? On parle beaucoup de la proximité, des circuits courts. Est-ce que c'est vraiment envisageable à grande échelle ? Ce sera, je pense, un système de systèmes, c'est-à-dire des systèmes qui peuvent être locaux, mais qui seront connectés à d'autres systèmes énergétiques qui ne le seront pas, ou d'autres systèmes locaux, avec des passerelles qui devront être faites entre le monde de l'électron, de l'électricité, et le monde des molécules, donc le monde du gaz, molécules qui devront être décarbonées. Et donc, non, je ne pense pas qu'on ira vers un monde d'autarcie. Je pense qu'évidemment, il y a des questions de souveraineté qui, pour partie, peuvent être re-questionnées ou apparaître sur un jour nouveau, notamment par rapport au monde fossile. Mais je pense qu'imaginer un monde dans lequel chacune pourra produire son énergie en autarcie dans son jardin ou dans son village sans s'interconnecter ou être dépendant en quoi que ce soit du reste du monde reste un peu idéaliste.
Merci Olivier Sala, responsable recherche et innovation chez Engie. Merci.